cette petite présentation sur les élections législatives qui ont eu lieu en Italie le 4 mars dernier. C'était des élections régulières, ça faisait 5 ans maintenant que la législature du Parlement italien était en poste. C'est un scrutin qui a fait l'objet de beaucoup d'intérêt dans les médias, de beaucoup de commentaires, de beaucoup d'appréciations diverses et variées. Pourquoi? Parce que le système politique italien connaît un bouleversement très important depuis les dernières élections législatives, celle de 2013, qui a appliqué beaucoup de changements dans la manière dont la vie politique s'organise dans ce pays. Et donc, il a beaucoup focalisé l'attention, en particulier du fait de l'irruption d'un parti que je qualifierais, faute de qualificatifs plus appropriés, d'iconoclaste, qui est le mouvement 5 étoiles, dirigé par Luigi Di Maio et auparavant par Beppe Grillo, et qui a donc complètement rebattu les cartes de la manière dont fonctionnait la politique en Italie jusqu'ici, où le système était plutôt caractérisé par l'affrontement entre un bloc de centre-gauche et un bloc de droite allié à l'extrême droite, avec un certain nombre de figures charismatiques sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Alors quand on fait un travail d'analyse électorale, il est impératif, avant d'analyser les résultats, de poser le contexte. Donc il faut parler du régime politique, du mode de scrutin, puisque c'est ça qui conditionne la manière dont se tient une élection, et donc la manière dont les partis politiques se positionnent dans le débat public et élaborent des stratégies pour remporter les élections. Alors l'Italie est une république, auparavant c'était une monarchie, elle a été proclamée en 1946 et est régie par une constitution qui a été adoptée en 1948, suite aux événements qui ont suivi la chute du régime fasciste de Benito Mussolini. Elle est basée sur un régime parlementaire et sur une forte décentralisation, avec une autonomie très forte accordée aux régions. Le Parlement italien a une particularité qu'on retrouve dans peu d'autres pays, qui est qu'il est bicaméral, il est composé de 2 chambres, et c'est un bicaméralisme égalitaire, c'est-à-dire que vous avez 2 chambres, la Chambre des députés et le Sénat de la République, élus au suffrage direct et qui ont des pouvoirs strictement équivalents. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le système à la française où vous avez 2 chambres, mais où c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Là, les 2 ont strictement les mêmes pouvoirs, donc vous êtes obligé de composer avec les 2 quand vous voulez constituer un gouvernement et quand vous voulez faire adopter des lois. Il y a une nuance près, qui est que le Sénat ne peut être élu que par les Italiens de 25 ans ou plus, et ne peut élire des sénateurs que parmi les Italiens qui ont 40 ans ou plus. Si vous avez moins de 40 ans, vous ne pouvez pas être sénateur en Italie. Et si vous avez moins de 25 ans, vous votez que pour la Chambre des députés. Bon, voilà. Donc c'est un système très typique de l'Italie. C'est une situation évidemment qui n'est pas sans poser problème, puisque nous verrons ensuite, la Chambre et le Sénat sont élus souvent via des modes de scrutin différents, qui peuvent donc aboutir à la constitution de majorités différentes dans chacune des 2 chambres, qui rendent donc très compliqué la constitution de gouvernement, ou qui peuvent créer des difficultés au cours d'une législature, parce que la composition du Sénat n'est pas exactement pareille que celle de la Chambre, et vice-versa. Alors donc le mode de scrutin. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les Italiens sont des spécialistes des modes de scrutin très compliqués. Jusqu'en 1994, c'était très simple, c'était la représentation proportionnelle intégrale, pratiquement sans seuil, qui permettait donc à tous les partis obtenant un seuil très faible de voix d'être représentés à la Chambre des députés et au Sénat. En 1994, suite à des événements malheureux pour les partis politiques traditionnels, au travers de l'opération main propre, Manipulite en italien, qui sont une vaste série d'enquêtes judiciaires qui mettent en cause les partis politiques traditionnels impliqués dans des affaires de corruption et de financement illicite, on change complètement le mode de scrutin. Et donc la représentation proportionnelle intégrale est abandonnée pour ce qu'on appelle un mode de scrutin mixte. Un mode de scrutin mixte, ça veut dire que vous avez une partie de vos élus qui sont élus au scrutin majoritaire, comme on peut le faire par exemple en France avec les députés qui sont élus au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, et une autre partie à la représentation proportionnelle. Donc vous avez un premier système, vous avez les 3/4 qui sont élus au scrutin majoritaire, et le quart restant à la représentation proportionnelle. On introduit un seuil qui est de 4% des voix en dessous duquel on ne peut pas avoir de siège à la représentation proportionnelle. Cette loi Mattarellum a continué de fonctionner jusqu'en 2005, où là on a décidé de mettre en place une nouvelle loi en réaction justement à la difficulté à constituer des coalitions gouvernementales stables. Cette loi a été rédigée par un ministre de la Ligue du Nord, on verra tout à l'heure ce qu'est la Ligue du Nord, Roberto Calderoli. Alors, la petite anecdote rigolote sur cette loi, c'est que ce ministre a qualifié sa propre loi de cochonnerie, on dit porchetta en italien, et donc la loi a été baptisée de manière ironique Porcellum, et
Et donc on a continué à l'appeler Porcellum, y compris en termes institutionnels, jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours un mode de scrutin mixte, mais différent. Et là, vous allez voir à quel point c'est compliqué aussi. Et il me semble que j'ai une slide voilà, sur ça. Vous n'avez plus qu'une circonscription nationale pour la Chambre des députés. Vous avez un scrutin de liste qui est généralisé, donc vous n'élisez plus des députés individuellement dans des circonscriptions. Et vous avez différents seuils électoraux qui vous permettent de recevoir des sièges. Si vous faites une coalition, vous devez faire 10%. Et à l'intérieur de votre coalition, ne peuvent recevoir des sièges que les listes qui ont fait 2%, plus la dernière liste arrivée en dessous de ce seuil de 2% à l'intérieur de la coalition. Si vous n'êtes pas dans une coalition, votre liste doit faire 4%. Et il faut savoir que la liste arrivée en tête, qu'elle soit une coalition ou une liste de partis, obtient une prime majoritaire de sièges à la Chambre des députés. Donc en réalité, les histoires de seuil n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand vous arrivez en tête, vous êtes assuré d'avoir une majorité à la Chambre des députés. Là où c'est amusant, c'est que le Sénat, il n'est pas élu de la même façon. Donc dans le Sénat, vous avez en gros le même système, mais qui est décliné à l'échelle des régions. Donc dans chaque région, vous avez votre même système de primes majoritaires, avec la liste arrivée en tête qui a la majorité absolue des sièges à pourvoir dans la région, mais vous n'avez aucune cohérence nationale. Donc vous pouvez très bien avoir une majorité qui est complètement différente au Sénat de celle que vous avez à la Chambre, en particulier si vous avez un paysage politique très divisé. Et il se trouve bien évidemment que la première fois que ce système a été appliqué, c'était pour les élections législatives de 2006, et tout cela a débouché sur un Parlement extrêmement morcelé. La coalition qui a remporté le scrutin était composée de 10 partis politiques, dont certains ne pesaient que 2 ou 3%. Voilà. Et donc Romano Prodi, qui était le président du Conseil issu de cette coalition, a fini par être renversé un peu moins de 2 ans plus tard par la défection d'un tout petit parti nommé Luder, qui disposait de 3 sièges au Sénat. Or, la majorité ne tenait qu'à 2 sièges, donc la défection de ce parti à 1 siège près a fait chuter le gouvernement centre-gauche et a provoqué une crise politique majeure qui a entraîné l'organisation d'élections anticipées. Voilà, donc ce système n'étant quand même pas très concluant, puisque quand il est reproduit en 2013, il aboutit à ce qu'il n'y ait pas de majorité du tout au Sénat. Le président du Conseil de l'époque, Matteo Renzi, décide de faire adopter un autre système. Sauf que Matteo Renzi n'était pas très malin, il a décidé d'adosser ça à un référendum pour modifier la Constitution, où il aurait fait élire le Sénat au suffrage indirect, ce qui aurait permis d'adopter un système à la française, où c'est la Chambre des députés et le suffrage direct qui aurait été l'organe dominant du processus délibératif au Parlement. Malheureusement pour lui, il était très impopulaire à ce moment-là. Les Italiens rejettent son référendum constitutionnel avec une très forte majorité, 59% de non, avec 65% de participation, des aveux francs et massifs. Et donc, le mode de scrutin de facto tombe à l'eau, puisque vous avez toujours votre Sénat qui est élu au suffrage direct. Entre-temps, Matteo Renzi est renversé à son tour, et donc les différents partis représentés au Parlement, les 3 principaux, celui de Silvio Berlusconi, le Parti démocrate de Matteo Renzi et la Ligue du Nord, s'accordent pour mettre en place un nouveau mode de scrutin qui a été appliqué pour la première fois à ces élections-là, et qui est pour le moins original, puisqu'il est toujours mixte, sauf que cette fois-ci, la proportionnelle est majoritaire. Vous avez 2 tiers de vos parlementaires qui sont élus à la représentation proportionnelle, et le tiers restant est élu au scrutin majoritaire avec des scrutins de circonscription. Le suffrage uninominal majoritaire à un tour, ce qui veut dire que le candidat arrivé en tête est forcément élu, qu'il ait fait 5, 10, 15, 30 ou 50% des votes. Et donc, là où il y a une absurdité quelque part avec ce système, c'est que quand vous faites un mode de scrutin mixte, généralement, vous voulez favoriser l'émergence d'une majorité. L'intérêt du mode de scrutin mixte, c'est que vous avez une majorité qui se dégage au Parlement, et les minorités sont quand même représentées. Ce qui n'est pas forcément le cas du mode de scrutin qu'on a aujourd'hui en France, ou pour citer un autre exemple, au Royaume-Uni, où les minorités sont écrasées, où le parti arrive en tête est presque assuré de disposer d'une forte majorité au Parlement. Pourquoi ce système a été adopté? On y reviendra par la suite, mais vous allez voir qu'il est le fruit d'un compromis bancal entre les 3 principaux partis représentés au Parlement à cette époque. Une fois qu'on a posé le décor en matière de mode de scrutin et de régime politique, on s'intéresse à l'offre politique. Et donc je suis heureux de vous informer que ça ne va pas devenir plus simple, dans la mesure où la vie politique italienne est très compliquée. Au moment où on vient aux urnes, donc dans cette élection du 4 mars 2018, le gouvernement sortant est un gouvernement de grande coalition dirigé par le démocrate Enrico Letta.
Il y a eu toute une série de fortes instabilités ministérielles. Au cours d'une législature, vous avez 3 premiers ministres qui se succèdent. On a eu donc l'épisode de Matteo Renzi, de sa réforme constitutionnelle qui a échoué comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, et en gros, rien n'a été résolu lorsque ces élections ont été convoquées. Donc les forces en présence, on en a essentiellement 3, plus une plus petite, qui se présentent au scrutin, une coalition de centre-gauche dominée par le Parti démocrate, on reviendra sur ça à chacun de ces blocs par la suite, une coalition de droite allant du centre-droit à l'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, et des initiatives concurrentes de recomposition à la gauche du Parti démocrate, avec une alliance plus importante que l'autre qui s'appelle Libéry Uguali, Libre et Égaux. Et les 5 étoiles, il est à droite, à gauche? Eh ben, on va le voir, c'est là aussi très compliqué. Non, mais parce que tu le dis pour les autres. Donc la coalition de centre-gauche. Vous voyez ici une photo de Matteo Renzi et le logo de son parti, le Parti démocrate. Il y a des postures. Donc le Parti démocrate est un parti récent, il a été fondé en 2017. Il procède de la fusion de 2 partis politiques, les démocrates de gauche et la Marguerite. Les démocrates de gauche, c'était la dernière mue du Parti communiste d'Italie, qui était un des plus grands partis communistes de l'Union européenne. Lorsque le bloc soviétique s'effondre au début des années 90, ce parti communiste est dissous et il se divise en 2 branches. Une branche majoritaire qui fonde les démocrates de gauche et qui est désireuse d'assumer un virage social-démocrate pour se dissocier de l'identité communiste avec pour ambition première d'arriver à la tête du gouvernement. Et une fraction minoritaire qui souhaite faire vivre l'héritage communiste fonde le Parti de la refondation communiste qui sera d'audience électorale beaucoup plus mince. Donc ces démocrates de gauche fusionnent avec la Marguerite. La Marguerite est une des nombreuses héritières de la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne était le grand parti italien qui dominait la vie politique italienne avant l'opération main propre, qui a donc fait tomber les anciens partis englués dans diverses affaires de corruption et de financement illicite des partis. Et donc le système politique, qui était auparavant structuré autour essentiellement de la Marguerite et du Parti communiste, voit de nouveaux partis émerger. Je vous passe les épisodes d'avant, on va dire, la création du Parti démocrate, où on avait de très vastes coalitions de gauche et de centre-gauche, avec plein de partis d'audience souvent modestes représentés à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est fondamental, c'est que dans le Parti démocrate, vous avez 2 tendances historiques de la vie politique italienne, c'est-à-dire un centre-gauche démocrate chrétien, libéral, pro-européen, et une gauche social-démocrate, héritière de la mue du Parti communiste. Voilà. Tout ce monde-là se retrouve dans le Parti démocrate. Alors, la première fois que le Parti démocrate se présente à des élections, il le fait en 2013, non pardon, excusez-moi, il le fait en 2008, derrière la candidature de Walter Veltroni, et au début c'est un certain succès. Ce parti obtient plus de 30% des voix, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un grand parti obtenir autant de suffrages. Il n'avait plus qu'un seul partenaire de coalition, l'Italie des Valeurs, un petit parti anticorruption fondé par un juge nommé Antonio Di Pietro, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Et donc, malheureusement pour le Parti démocrate, cette première expérience électorale se solde par un échec, puisqu'elle est dépassée par la coalition de droite menée par Silvio Berlusconi. Donc s'ensuit une prise de pouvoir par la droite. En 2013, le Parti démocrate revient devant les électeurs au travers d'une nouvelle coalition qui s'appelle Italie Bien Commun. La grande spécialité aussi des partis politiques italiens, c'est qu'ils font des coalitions qui changent de nom à chaque élection avec des partenaires différents. Cette fois-ci, en revanche, le résultat est paradoxal puisque le Parti démocrate baisse. La coalition dans son entièreté ne recueille plus que 29,6% des voix, alors que le Parti démocrate tout seul était à plus de 30%. Et il obtient une majorité à la Chambre des députés grâce au mode de scrutin, mais est battu au Sénat où on a une majorité introuvable, où il n'y a pas de majorité. Il n'y a ni majorité de droite, ni majorité de gauche, ni majorité d'autre chose d'ailleurs. Et donc, le candidat porté par ce rassemblement, Pierluigi Bersani, ne peut pas accéder à la direction du gouvernement, et donc, sous pression amicale de l'Union européenne, on constitue un gouvernement de grande coalition, alliant dans un premier temps le Parti démocrate et le parti de Silvio Berlusconi, qui s'appelait à l'époque le Peuple de la Liberté, Il Popolo della Libertà. Et donc, on en arrive à une situation finalement un petit peu rocambolesque où un Premier ministre au départ accède à la tête du gouvernement. Il s'appelle, du coup, j'arrive plus à retrouver son nom. Bon, peu importe, ça me reviendra par la suite.
ce Premier ministre ne reste que 9 mois en place. À la suite d'un scrutin interne, le Parti démocrate lui demande de se faire remplacer par Matteo Renzi. Donc Matteo Renzi accède à la tête de la présidence du Conseil. Il se trouve que ça ne convient pas à Silvio Berlusconi, qui décide de retirer son soutien à ce gouvernement, mais il n'est pas suivi par une partie de son parti, qui font une scission, qui décide de rejoindre Matteo Renzi, lui assurant une majorité au Parlement, et lui permettant de constituer son gouvernement d'alliance entre le centre-gauche et la droite. Bon, vous voyez, cette situation est quand même très très compliquée. Matteo Renzi connaîtra le sort que je vous ai décrit tout à l'heure avec son référendum constitutionnel. Il est remplacé ensuite à la tête du gouvernement par Enrico Letta, dans le cadre de la même coalition qui restera en poste jusqu'aux élections de 2018. Le décor est posé au niveau du centre-gauche. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce centre-gauche tient plus du centre que de la gauche, en réalité. L'héritage du Parti communiste italien a poursuivi les démocrates de gauche jusqu'à leur dissolution dans le Parti démocrate. Silvio Berlusconi, qui a été le principal dirigeant de la droite de 1994 à aujourd'hui, a toujours utilisé comme argument c'est des communistes déguisés, fondamentalement ça reste des collectivistes, donc s'ils arrivent au pouvoir, ils appliqueront une politique communiste terrible, etc. Et donc quand le Parti démocrate a été fondé, leurs dirigeants insistaient beaucoup sur le fait qu'ils ne sont plus de gauche, mais qu'ils sont réformistes. Et c'est cette ligne qui a continué à perdurer petit à petit. Ça ne les a pas empêchés ponctuellement, y compris au niveau des régions, de constituer des alliances avec ce qui restait du mouvement communiste, mais en tout cas la ligne idéologique de ce parti, c'est celui-là. Il faut savoir qu'ils étaient tellement insistants à incarner cette mutation politique-là, que lorsqu'ils ont obtenu des sièges au Parlement européen, ils ont exigé de faire changer le nom du groupe socialiste au Parlement européen pour pouvoir siéger dedans. Aujourd'hui, ce groupe ne s'appelle plus groupe socialiste, il s'appelle groupe socialiste et démocrate, juste parce qu'il y a les démocrates italiens dedans. Voilà. On passe maintenant à la coalition de droite. Donc, depuis 1994 et l'effondrement de la démocratie chrétienne, qui était le grand parti du centre et de la droite jusqu'à l'opération Main propre, la droite est fortement influencée par la figure d'un dirigeant politique qui est Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, depuis 1994, est candidat systématiquement à toutes les élections législatives qui ont été organisées. Lorsque la démocratie chrétienne s'effondre, il fonde son propre parti politique, il appelle Forza Italia, ce qui veut dire Allez l'Italie, c'est un slogan de supporter de football, ce qui n'est pas étonnant puisque lorsqu'il fonde son parti, Silvio Berlusconi est le président du Milan AC. Il n'est pas seulement le président du Milan AC, il est aussi à la tête d'un grand groupe médiatique, Mediaset, qui possède plusieurs chaînes de radio et de télé. C'est un homme richissime, une des principales fortunes d'Italie. Et donc lorsqu'il se présente en 1994 pour la première fois, il jouit tout de suite d'un très grand succès, puisqu'on sort d'une affaire de corruption, que Berlusconi est un homme neuf qui n'a jamais exercé de mandat électoral jusqu'ici, et que son immense fortune le met de facto dans le camp des corrupteurs bien plus que des corrompus. Donc a priori, les Italiens le jugent peu suspect de se remplir les poches en arrivant à la tête du gouvernement italien. Toujours est-il que lorsqu'il arrive au pouvoir en 1994, Silvio Berlusconi est rattrapé par quelques affaires juridiques qui l'ont concerné dans son activité privée et perd donc la tête du gouvernement. Ça ne l'empêchera pas de revenir par la suite, en remportant les élections à plusieurs reprises. Lorsque on aura terminé cet exposé, je vous dirai que je publierai un article sur le site Europe Insoumise dans lequel il y aura tout ça qui est détaillé. On pourra y revenir si ça vous intéresse par la suite. Ce qu'il est important de savoir, donc, c'est qu'arrivé en 2018, Berlusconi est à nouveau candidat, âgé de 81 ans, toujours fringant, lifting impeccable, parfait, en pleine forme. Il sort tout juste d'une condamnation à 5 ans de prison qu'il n'a pas pu purger du fait de son grand âge et à 6 ans d'inéligibilité, qui court jusqu'en 2019. Donc Berlusconi se présente à ces élections, mais en réalité sans se présenter, puisque bien qu'il y ait marqué Berlusconi Presidente sur le logo de Forza Italia, il ne peut pas être candidat. Mais il fait campagne, il est quand même le leader de Forza Italia, et bon voilà. Donc Berlusconi est présent dans la campagne, il intervient sur les plateaux de télé, il débat avec les autres dirigeants politiques, quand bien même il n'y a absolument aucune chance qu'il ne puisse diriger le gouvernement, ni même être élu parlementaire. Forza Italia se présente, comme à toutes les élections législatives italiennes jusqu'ici, en coalition avec un certain nombre d'autres partis. Le principal, c'est la Ligue, qui s'appelait auparavant Ligue du Nord. Elle est dirigée par Matteo Salvini, dont vous voyez la photo ici.
C'est un parti, au départ, qui est un parti très ancré à droite, d'inspiration régionaliste, qui défend les intérêts des régions du Nord, la Lombardie et la Vénétie en particulier, qui sont les régions les plus riches d'Italie, et qui porte un discours consistant à dire, en gros, il y en a marre de payer pour l'Italie du Sud, qui est en difficulté économique. Nous, on veut garder l'argent chez nous et qu'il puisse profiter aux Lombardiens, aux Vénétiens et aux régions périphériques. Donc cette ligne est celle de la Ligue du Nord pendant très longtemps, qui lui permet de diriger un certain nombre de régions dans le Nord, qui lui permet de participer à des gouvernements, notamment en alliance avec Silvio Berlusconi lorsqu'il est président du Conseil. Au bout d'un moment, quand même, ils finissent par se rendre compte que cette stratégie ne leur permet pas de gagner en audience de manière significative. Et donc, sous l'impulsion de Matteo Salvini, jeune dirigeant prometteur de la Ligue du Nord, la Ligue ne s'appelle plus Ligue du Nord, elle s'appelle Ligue tout court, et elle se présente dans toutes les régions d'Italie avec pour ambition de représenter tous les Italiens, y compris ceux du Sud et pas seulement ceux du Nord. Le discours, du coup, cesse d'être régionaliste et de défense des intérêts des riches Italiens du Nord qui en ont marre de payer pour les pauvres Italiens du Sud, et devient basiquement un discours d'extrême droite, identitaire, anti-islam, anti-immigration, qui ont fait finalement un parti d'extrême droite classique. D'ailleurs, au Parlement européen, il a participé à la création d'un groupe parlementaire avec le Front National français, le FPE autrichien et le PVV néerlandais, qui sont les partis d'extrême droite institutionnels les plus radicaux qui existent aujourd'hui sur la scène européenne. Donc le corpus idéologique de la Ligue fait quand même assez peu de doute. L'autre composante qui arrive ensuite, c'est Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, c'est la reprise du nom de l'hymne national d'Italie. Vous observez, bon, leur dirigeante est Giorgia Meloni, mais ça c'est un peu d'importance. Petite année, non, je reviendrai sur cette anecdote par la suite parce que vous allez comprendre pourquoi il faut que ça soit dans cet ordre-là. Vous voyez en logo une petite flamme tricolore. Cette flamme tricolore est celle qui était auparavant celle d'un parti qui s'appelle le Mouvement Social Italien. Le Mouvement Social Italien est un mouvement qu'on a qualifié de post-fasciste pour la simple et bonne raison que l'essentiel des cadres et des militants du régime de Benito Mussolini, lorsqu'il s'est effondré, se sont retrouvés dans le Mouvement Social Italien. Ce mouvement social italien, pour se désenclaver, se débalkaniser du système politique italien suite à l'opération main propre, se rebaptise Alliance Nationale et devient un allié de gouvernement privilégié de la Ligue du Nord et de Silvio Berlusconi, participant à plusieurs reprises au gouvernement. Son principal leader a été Gianfranco Fini, qui a connu un sort un peu funeste, enfin un conflit avec Silvio Berlusconi. C'est peu d'importance dans l'exposé d'aujourd'hui, on pourra y revenir. Et donc, Fratelli d'Italia souhaite réincarner l'héritage du mouvement social italien en portant un discours très conservateur, très à droite sur les questions de société, très anti-immigration et xénophobe aussi. Bref, il se situe sur un créneau d'extrême droite, là aussi assez classique. Il faut savoir que c'est un courant politique qui revient de loin, puisqu'à un moment donné, l'Alliance Nationale et Forza Italia avaient fusionné à l'intérieur d'un seul parti politique, qui s'appelait le Peuple de la Liberté. Cette expérience a tourné court, et donc ils ont repris des chemins séparés. Et donc en fait, Fratelli d'Italia est une tentative de reconstruire un parti post-fasciste. L'anecdote savoureuse, c'est qu'une des éminentes personnalités de ce parti est une personne qui s'appelle Alessandra Mussolini. Le nom ne trompe pas, c'est effectivement la petite fille du Duce en personne. Voilà. Le troisième parti est plus anecdotique, Ensemble pour l'Italie, qui est en fait une... Bon, en gros, quand la démocratie chrétienne a été dissoute, je vous ai parlé tout à l'heure de la Marguerite, qui s'est fondée dans le Parti démocrate, vous aviez aussi une tendance plus à droite, qui a décidé de fonder une multitude de partis qui sont appelés Union du Centre, Union de Centre, la Rose Blanche, etc., qui s'appellent aujourd'hui comme ceci. Bon voilà, il faut savoir que là, c'est vraiment quelque chose de très résiduel, on verra au niveau des résultats électoraux, que ça ne pèse pas grand-chose. Alors le troisième bloc le plus important, c'est le mouvement 5 étoiles. Bon, le mouvement 5 étoiles, c'est toujours compliqué à présenter. Les médias le présentent souvent comme un parti populiste, ce qui est assez court en termes d'analyse, puisque le populisme, c'est une stratégie discursive, ce n'est pas un logiciel idéologique, ce n'est pas un corpus d'idées, c'est une méthode de discours qui est utilisée pour s'adresser aux électeurs, qui consiste à opposer une partie de la population à une autre en recréant un clivage entre dominants et dominés. Le mouvement 5 étoiles est un petit peu difficile à cerner. Les 5 étoiles symbolisent l'eau publique, les transports durables, le développement, la connectivité et l'environnement. C'est un mouvement qui a été fondé par le monsieur avec la barbe et les cheveux blancs que vous voyez ici, qui s'appelle Beppe Grillo, qui est un comique, un comédien, un humoriste,
qui décide de fonder son propre parti en 2009 sur une base en fait anti-parti, qui consiste à dire les partis en place sont des incapables, ça fait des années qu'ils échouent, ça suffit, il faut passer à autre chose. Bon. C'est un succès fulgurant, puisque ce parti se présente dans un premier temps à quelques municipales en 2012. Il y a plusieurs grillini, comme on appelle les militants de ce parti, qui sont élus dans les conseils municipaux, qui remportent même 4 mairies. Et donc, partant de là, ce mouvement a le vent en poupe, à tel point que lors des élections de 2013, à l'approche du scrutin, on les crédite de 20% des suffrages exprimés, sauf que les sondages ont sous-estimé ce parti, qui fait finalement 25%, et qui fait voler en éclats la bipolarisation entre le centre-gauche et la droite, notamment en débouchant sur un Sénat sans majorité. Depuis l'élection du mouvement 5 étoiles, le système politique italien est complètement déstabilisé, et donc ce parti, en fait, est devenu l'acteur principal de la manière dont s'organise la vie politique italienne depuis qu'il a fait éruption sur la scène politique. C'est un parti qui est difficile à cerner sur le plan idéologique, il peut être assez à gauche sur un certain nombre de questions, en termes d'écologie, en termes de transport, en termes de liberté individuelle, en termes de respect de la vie privée sur Internet. C'est un parti qui s'organise beaucoup sur Internet, avec des votes sur Internet, des investitures aux élections sur Internet. Aux législatives de 2013, vous avez 1400 candidats qui brillent l'investiture du parti et qui sont départagés par un vote en ligne. Il y a 32 000 personnes qui participent. C'est un mouvement qui est a priori très démocratique dans sa manière de s'organiser en interne. Et puis, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels le discours est un petit peu plus... bon, voilà, je vous laisse apprécier, en particulier en matière d'immigration, où Beppe Grillo a souvent tenu des discours très durs, consistant à dire qu'il faut par exemple accélérer les procédures administratives pour traiter les demandes de droit d'asile, pour pouvoir expulser plus rapidement les immigrés clandestins arrivés sur le sol italien. Il disait qu'il fallait mettre en place des lignes de charter sur l'île de Lampedusa pour pouvoir là aussi les expulser plus vite en dehors du territoire italien. Donc un discours en termes d'immigration qui n'est pas vraiment un discours progressiste, universaliste, ouvert, tout ce que vous voulez, quoi. Par ailleurs, c'est aussi, dans un premier temps, un mouvement qui était très anti-européen. Beppe Grillo faisait la promesse que les Italiens seraient consultés par référendum sur l'adhésion de l'Italie à l'Union européenne, pour savoir si elle devait y rester ou pas. Bon, voilà. Et puis récemment, ce parti a connu des changements en interne. Beppe Grillo qui finit par devenir impopulaire à force de frasques, à force de démêler là aussi avec la justice pour des affaires relevant de sa vie privée, est remplacé par un jeune député que vous voyez en photo juste en dessous, Luigi Di Maio. Et sous l'impulsion de Luigi Di Maio, le mouvement 5 étoiles va considérablement se modérer. Il va modérer son style. Beppe Grillo est un personnage truculent, flamboyant, adepte des démonstrations de force, qui organisait d'immenses meetings en plein air avec des foules considérables qui se rassemblaient à Rome, etc. Luigi Di Maio est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, avec un discours beaucoup plus technocratique, bon, bref, qui fait pas de vagues. Il va en costard-cravate sur les plateaux de télé, il a une tête de genre idéale, bref. L'idée est quand même d'aplanir les lignes. Et par ailleurs, sur le fond, c'est aussi quelqu'un qui va s'efforcer de rendre le mouvement 5 étoiles beaucoup plus euro-compatible. Le référendum sur l'Union européenne, on oublie, c'est mis de côté. Lui, il dit c'est pas le moment aujourd'hui pour l'Italie de s'occuper de ces questions-là. Et il souhaite aussi recentrer son mouvement sur cette question-là. On va revenir encore une fois au Parlement européen. Il faut savoir qu'en 2014, le mouvement 5 étoiles obtient des députés européens. Il obtient 21% des voix à cette élection, il obtient 17 députés européens. Et quand ces députés européens sont élus, il se pose la question de savoir où est-ce qu'ils vont siéger. Alors des discussions sont entreprises avec les Verts au début, ce qui n'est pas forcément surprenant dans la mesure où c'est un mouvement qui est très offensif sur les questions écologiques et environnementales, et qui est par ailleurs très démocratiste dans sa manière de présenter les institutions, etc. Voilà. Sauf que Beppe Grillo, lui, il ne le voit pas de cette oreille. Il décide plutôt de discuter avec Nigel Farage, le leader de l'UKIP, le parti britannique anti-Union européenne, qui a été un acteur clé dans la réussite du Brexit. Et donc il fonde un groupe avec lui qui s'appelle l'EFDD, l'Europe pour les libertés et la démocratie directe, dans lequel s'adjoignent un certain nombre de partis d'extrême droite, notamment scandinaves. Voilà, un groupe donc pas fondamentalement progressiste. Et donc, sous l'impulsion de Luigi Di Maio, des discussions sont entreprises cette fois-ci avec les libéraux, qui eux sont fondamentalement pro-européens. C'est sûrement le groupe le plus pro-européen que vous ayez au Parlement européen, sauf que les libéraux, ils ont dit oui, mais non, nous, on ne veut pas de vous. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une tentative quand même sur la question européenne de devenir plus acceptable, on va dire, aux yeux du système de la part du mouvement 5 étoiles,
Pour la simple et bonne raison que faire 25%, c'est bien gentil, mais à un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose. Vous ne faites pas 25% pour rester dans l'opposition. Donc le mouvement 5 étoiles, sous l'impulsion de Luigi Di Maio, veut devenir un parti de gouvernement et tient un discours qui lui permet d'être compatible avec des alliés qui ne partagent pas forcément son euroscepticisme, l'euroscepticisme viscéral de Beppe Grillo. Et donc, bon, il veut se donner toutes les chances de son côté pour pouvoir accéder au pouvoir. D'autant que, peu avant ces élections, les sondages sont très prometteurs pour le mouvement 5 étoiles. À un moment donné, Matteo Renzi voulait tenter un mode de scrutin à 2 tours pour la Chambre des députés, où seuls les 2 partis arrivés en tête pouvaient s'affronter. Ce faisant, il espérait que son parti, le Parti démocrate, se retrouveraient en duel contre le mouvement 5 étoiles et puissent se présenter contre le rempart au populisme et à l'euroscepticisme, etc. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui disaient que ça aurait peut-être été le mouvement 5 étoiles qui sortirait vainqueur de ce duel. On comprend finalement pourquoi cette réforme a été abandonnée et qu'on est revenu à quelque chose de nettement plus proportionnel qui éviterait que le mouvement 5 étoiles dispose à lui seul d'une majorité au Parlement. Alors, avant d'aborder les résultats, juste pour aborder la question de ce qu'il y a à la gauche du Parti démocrate. C'est extrêmement compliqué. À chaque élection législative, depuis, on va dire, 2008, vous avez une coalition différente, à la gauche de la gauche, qui se présente, avec à chaque fois des composantes différentes. Quand le Parti communiste italien a été dissous, je vous ai raconté tout à l'heure qu'il y avait une partie qui avait fondé la refondation communiste et une partie qui avait fondé les démocrates de gauche. La refondation communiste va être pendant longtemps le principal parti de la gauche radicale, avec un étiage assez modéré, 5-6%, pendant toutes les élections qui ont été organisées pendant les années 90 et le début des années 2000. Lorsque le Parti démocrate a été fondé, il a quand même réussi une chose, c'est qu'il a tué la gauche radicale. En 2008, il obtient un résultat très important, comme je vous ai dit tout à l'heure, et toute la gauche radicale, les écologistes, l'ancienne aile gauche des démocrates de gauche, etc., qui s'étaient regroupés dans une même coalition, n'obtient que 3% des voix et est complètement éradiqué aussi bien de la Chambre des députés que du Sénat. C'est la première fois depuis la Libération qu'il y avait 0 député communiste dans le Parlement italien. C'était un cataclysme politique considérable dans ce pays. Il faut mesurer ce qu'a été l'impact du Parti communiste italien sur la vie politique dans ce pays. Donc, à ces élections 2018 se présentent, comme c'est souvent le cas, 2 listes concurrentes de gauche plus ou moins radicales. Vous avez la liste Liberi et Uguali qui se présente sous forme d'une coalition entre une aile gauche du Parti démocrate anti-Matteo Renzi qui a décidé de faire sécession et le parti gauche italienne qui est la succession d'une série de scissions, de fusions, de recompositions essentiellement issues du parti de la refondation communiste italien. Et en concurrence avec cette coalition, vous avez la liste Potere al Popolo, dans laquelle se retrouve ce qui reste du parti de la refondation communiste, en alliance avec un certain nombre d'autres partis, dont la principale composante est une scission du parti de la refondation communiste. Donc vous voyez, il s'allie avec ses propres scissions. À quoi bon scissionner si c'est pour se présenter ensemble, vous voyez. Donc tout ça est toujours très compliqué, avec un discours un peu influencé par de nouveaux mouvements qu'on a pu avoir dans l'Europe, Podemos, la France Insoumise, pour ne citer que, très imprégné des questions de municipalisme, de mutualisme, bon voilà, mais qui malheureusement bénéficiait d'un soutien assez maigre dans l'opinion. Si on en vient maintenant aux résultats. Alors, pour comprendre ces résultats, il faut comprendre la manière dont les Italiens sont invités à voter. Comme je vous ai dit, vous en avez un tiers qui est le scrutin majoritaire et les 2 tiers qui sont élus à la représentation proportionnelle. Les Italiens ont donc un bulletin de vote qu'il est très difficile d'expliquer en fait dans la manière dont il est construit, c'est-à-dire que vous avez sur le bulletin un certain nombre de cases et dans chaque case, vous avez plusieurs cases. Vous avez dans chaque case le nom d'un candidat au scrutin majoritaire dans la circonscription dans laquelle vous votez, et sous le nom de ce candidat, vous avez chaque parti qui appose son logo et qui présente chacun sa liste de candidats. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à suivre jusqu'ici, mais en gros, lorsqu'il doit voter, l'électeur italien a 2 choix. Soit il coche le nom d'un candidat au scrutin majoritaire, soit il coche le logo d'un des partis qui soutient ce candidat au scrutin majoritaire. Dans le décompte des voix, ce choix n'a pas les mêmes conséquences. S'il a choisi un parti, la voix va à ce parti, et en même temps, il vote pour le candidat au scrutin majoritaire, soutenu par ce parti, quand bien même il serait membre d'un autre parti.
Donc en gros, il exprime, lui, son besoin d'affirmer sa préférence pour un parti. En revanche, s'il vote directement pour le candidat au scrutin majoritaire, sa voix, pour compter dans la part proportionnelle, est divisée en autant de partis qu'il n'y a en soutien de ce candidat au scrutin majoritaire, et chaque parti reçoit une fraction de la voix qu'il a portée à la coalition. Donc en gros, vous avez dans chaque circonscription, puisqu'il y a des candidatures communes de droite par exemple, vous voulez voter à droite. Vous arrivez dans votre circonscription, vous avez Monsieur Machin qui est le candidat de la coalition de droite. Donc si vous voulez voter pour Monsieur Machin, vous cochez Monsieur Machin, bon voilà, et vous êtes content, vous avez fait votre travail. Les gens qui dépouillent, vous regardez qui soutient Monsieur Machin. Monsieur Machin, il est soutenu par la Ligue du Nord, Forza Italia, Frères d'Italie, et nous avec l'Italie, qui présentent chacun une liste. Donc on va diviser en 4, on va mettre un quart pour tel parti, un quart pour l'autre, un quart pour l'autre, un quart pour l'autre. En revanche, s'il a voté par exemple, je sais pas, il y en a marre des immigrés, je vais voter Ligue du Nord. Bon, donc il vote, enfin Ligue tout court. Donc il vote pour la Ligue, sa voix va directement à la Ligue, il n'y a rien pour Forza Italia, ni pour Frères d'Italie, ni pour nous avec l'Italie. En revanche, du coup, par voie de conséquence, il donne sa voix au candidat au scrutin majoritaire soutenu par ces 4 partis. Et si jamais, par exemple, c'est un membre de Forza Italia, il aura voté indirectement pour Forza Italia au scrutin majoritaire et pour la Ligue du Nord à la représentation proportionnelle. Voilà. Et par contre, ça correspond à une voix à chaque fois. Genre s'il vote pour la Ligue et pour celui qui est au-dessus. Là, par contre, ça fait effectivement une voix à chaque fois. C'est pas un demi, un demi. Non. Puisque le tiers de députés élus au scrutin majoritaire est élu de manière totalement indépendante des résultats à la représentation proportionnelle. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un système comme l'Allemagne, par exemple, où vous avez moitié-moitié, mais où on tient compte des résultats au scrutin majoritaire pour élire les députés à la proportionnelle. La dernière fois, par exemple, la CDU d'Angela Merkel avait raflé plein de sièges au scrutin majoritaire, donc elle en a eu très peu à la proportionnelle, qui a servi à compenser, on va dire, les résultats du scrutin majoritaire. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, donc les Italiens votent, on a les résultats suivants. La coalition de droite obtient 37% des voix. Ça lui fait une progression d'un peu moins de 8 points par rapport à l'élection précédente. Comme les sondages le prévoyaient, cette coalition de droite arrive en tête. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de la coalition de droite, l'ordre d'arrivée n'est pas celui qu'on avait escompté. Jusqu'ici, Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, était la principale composante de la droite. Là, vous voyez qu'il est nettement battu par la Ligue du Nord, qui fait une progression spectaculaire de 13,3 points, tandis que Forza Italia, par rapport au Popolo della Libertà, qui s'était présenté à l'élection précédente, fait moins de 7,6%. Donc en fait, à l'intérieur de la coalition de droite, qui se battait elle-même pour avoir la majorité au Parlement, vous aviez un combat entre la Ligue et Forza Italia qui a été remporté par la Ligue. De fait, ce n'est plus Silvio Berlusconi qui est le leader naturel de cette coalition de droite, mais du jour au lendemain, ça vient Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue. Arrive en deuxième avec un résultat plus important que prévu, le mouvement 5 étoiles, qui obtient à peu près un tiers des suffrages exprimés, ça fait plus 7,2 par rapport aux élections précédentes. Arrive ensuite la coalition de centre-gauche dirigée par le Parti démocrate. Je ne suis pas revenu dans les détails, mais en gros, le Parti démocrate s'est allié à une ribambelle de petits partis de centre-gauche ou de centre-droit. Il doit y en avoir à peu près 15 au total, puisqu'il y en a certains qui sont regroupés dans des listes communes. Bon, et donc, comme vous avez un seuil électoral à 3% pour avoir des sièges à la proportionnelle, en réalité, les alliés du Parti démocrate ont juste servi à donner plus de sièges au Parti démocrate. Malgré tout, il y a quand même un recul de 6,7%. Et comme il arrive dernier sur les 3 coalitions principales qui se présentent au scrutin majoritaire, il est laminé au scrutin majoritaire. Vous le voyez là, c'est indiqué à chaque fois le nombre de sièges que vous avez pour chaque type de vote de scrutin. La droite remporte 109 circonscriptions, le mouvement 5 étoiles 88 et le centre-gauche seulement 28. Donc le Parti démocrate est écrasé au scrutin majoritaire, il arrive à compenser un petit peu avec la représentation proportionnelle, ce qui à la fin lui fait quand même une perte de 223 sièges, donc on a un effondrement total du Parti démocrate et du centre-gauche au Parlement. Et donc les grands vainqueurs sont la droite et surtout le mouvement 5 étoiles qui gagnent 114 sièges de députés supplémentaires. Donc quel est le ressort de cette victoire? Juste avant un petit commentaire, on constate que d'autres partis avaient essayé de profiter de ces élections pour se refaire une santé. Vous voyez qu'à la gauche de la gauche, c'est pas terrible, hein. La coalition Libre et Égaux arrive tout juste à passer le seuil des 3%, ce qui ne lui permet d'obtenir que 14 députés.
Quant à l'alliance Potere-Alpopolo que Jean-Luc Mélenchon était allé soutenir en Italie, elle ne recueille que 1,1% des suffrages exprimés et donc aucun élu. Vous voyez que la tentative de Frères d'Italie de reconstituer un mouvement post-fasciste fort est quand même pour l'instant peu concluante, ils ne font que 4,3%. Bon, ça leur permet d'obtenir quand même 34 sièges à la Chambre des députés. Si on regarde en détail la composition du Parlement, vous comprenez que l'Italie va encore connaître un feuilleton de longs mois de tractation pour la constitution d'un gouvernement, puisqu'il n'y a pas du tout de majorité. Chaque bloc ne peut pas être majoritaire à lui tout seul. Et là où il y a une grande nouveauté, c'est que jusqu'ici, vous pouviez former une coalition de gens raisonnables, pro-européens, en gros le Parti démocrate et Silvio Berlusconi, pour empêcher les populistes de diriger le pays. Là, c'est plus possible. Là, le Parti démocrate et Forza Italia, c'est très loin de la majorité absolue. Donc ce scénario-là n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez forcément soit le mouvement 5 étoiles, soit la Ligue qui arrive au pouvoir à l'issue de ces élections. Ou alors vous retournez aux urnes, mais il y a peu de chances que le résultat soit différent. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on a franchi un cap. C'est-à-dire que les mouvements qui sont en gros anti-système politique italien ne peuvent plus en être tenus à l'écart. Excuse-moi. Oui. Est-ce qu'on peut faire un rappel sur ce qu'apporte le fait d'avoir une majorité totale de plus de 50%? Et ça permet de faire élire le gouvernement. Okay. Le gouvernement, quand il se présente, il fait voter une motion de confiance. Si elle n'est pas majoritaire, son gouvernement est destitué, il est renversé. Et donc en fait, quand tu fais une coalition gouvernementale, tu es obligé d'être majoritaire au Parlement. Sauf quand tu es dans un régime vraiment présidentiel dans lequel tu n'as pas besoin en gros de l'onction du Parlement pour pouvoir constituer ton administration. Aux États-Unis, c'est comme ça par exemple. Trump constitue son administration librement, il n'a pas besoin de la faire approuver par le Congrès. Là, c'est impossible. En fait, le régime italien est un régime très parlementaire qu'on pourrait presque qualifier de régime d'assemblée. La 4ème République avait été qualifiée de régime d'assemblée parce que l'Assemblée nationale, en gros, avait tout le pouvoir et pouvait faire valser les gouvernements à sa guise au rythme des alliances, des partis politiques, etc. Là, il faut combien pour avoir la majorité de députés? Il y a 630 députés, donc il faut 316 sièges pour avoir la majorité absolue. Ça, c'est le Parlement ou c'est... Non, ça c'est la Chambre. Oui, alors, par ailleurs, souvenez-vous bien, nous sommes dans un système bicaméral égalitaire, donc vous devez avoir la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat, sinon ça ne marche pas. Or, la composition du Sénat est à peu de choses près la même que celle de la Chambre des députés, donc il n'y a pas de solution qui existe en prenant une chambre indépendamment de l'autre. Bon, ici on a les résultats par région, c'est pas très visible là parce que l'écran est pas très grand, donc il y a quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la géographie électorale qui prévalait en 2013 avec à peu près les mêmes blocs a été complètement bouleversée pendant ces élections en 2018. Il y a un événement fondamental qui s'est passé pendant cette campagne, c'est que le mouvement 5 étoiles a eu un discours très offensif vis-à-vis des Italiens du Sud, en disant « Les Italiens du Sud, vous êtes les oubliés de la classe politique italienne, on vous laisse dans la pauvreté, on vous laisse dans la précarité, on vous laisse dans le chômage de masse, ça suffit, il faut que ça cesse, voilà. » Donc le mouvement 5 étoiles a voulu mobiliser les Italiens du Sud, et c'est un carton plein, un succès total. Il enregistre des progressions absolument phénoménales, des plus 20 points, des plus 30 points même, parfois. Le résultat le plus élevé qu'il obtient, c'est dans la Campanie, 48,7%, d'accord, par rapport à un résultat national de 32 et quelques. Il obtient même la majorité absolue à Naples. Voilà. Donc une ville comme Naples aujourd'hui est à 52% gréliniste. Voilà, donc elle est complètement acquise au mouvement 5 étoiles. Les régions voisines sont au diapason, 43,6 en Calabre, 43 en Basilitique. Bon voilà. À peu de choses près, le Sud est plutôt acquis au mouvement 5 étoiles. Si on regarde d'ailleurs les cartes qu'on a par la suite, vous voyez un pays qui est en gros coupé en deux, entre un Sud qui a voté pour le mouvement 5 étoiles et un Nord qui est plus acquis à la droite, avec une Italie centrale qui est plus disputée. Le Parti démocrate ne conserve que quelques bastillons en Émilie-Romagne et dans les Abruzzes, en particulier dans la région de Florence dont est originaire Matteo Renzi. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'Italie du Sud donc, a plébiscité le mouvement 5 étoiles, mais aussi l'Italie insulaire. Il y a plus de 40% des voix en Sardaigne, et on doit être autour de 48% en Sicile, où là, vraisemblablement, il y a aussi un discours anti-corruption qui a fortement porté auprès d'une population. La Sicile est
particulièrement touchés par le phénomène du fait de la présence assez forte de la mafia dans la vie politique locale. Donc, arrivé à cela, quel nouveau gouvernement pour l'Italie? Dès l'annonce des résultats, Matteo Renzi a tenu une conférence de presse où il a annoncé pêle-mêle qu'il démissionnait de la tête du Parti démocrate, mais qu'il resterait quand même en poste jusqu'à ce que la transition puisse être assurée. Et tout démissionnaire qu'il est, il a affirmé quand même, le Parti démocrate sera dans l'opposition, les résultats sont clairs, nous sommes les battus de ce scrutin, nous ne pouvons pas participer au gouvernement. Il se permettra même une remarque un petit peu péremptoire. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord ont remporté à eux deux la majorité absolue au Parlement, qu'ils se débrouillent pour constituer un gouvernement. Ils pourront ainsi mettre en œuvre le revenu universel qu'ils ont prévu aux Italiens. Puisqu'il se trouve que le mouvement 5 étoiles est favorable au revenu universel et que c'était un de ses arguments de campagne. La Ligue, régaillardie par sa poussée électorale et le fait qu'elle se passait devant Forza Italia, tient un discours où elle se place en candidate à la tête du gouvernement. Matteo Salvini dit « C'est la coalition de droite qui est arrivée en tête. Je suis le leader du principal parti de la coalition de droite. J'ai donc vocation à diriger le gouvernement. » Il précise quand même, il est hors de question de s'allier avec le PD. Le PD, c'est les battus de cette élection. On ne gouvernera pas avec le centre-gauche, il n'y a pas de raison de le faire, etc. Le mouvement 5 étoiles, lui, dit « Bon, nous, on veut bien discuter avec tout le monde. Hein. Voilà, on est le premier parti arrivé en tête, on est légitime à prendre la tête du gouvernement, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, si vous regardez l'ensemble des résultats, vous avez le parti par parti, vous avez le mouvement 5 étoiles à 32,7 et celui qui arrive deuxième, très loin derrière, le PD, à 18,5. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un parti qui est légitime à revendiquer la tête du gouvernement, c'est le mouvement 5 étoiles. Ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Ça paraît incroyable de dire ça aujourd'hui. Si vous vous resituez 10 ans en arrière, ça paraissait inimaginable aujourd'hui d'être dans une situation comme celle-ci en Italie. Quant à la grande coalition entre le centre-gauche et la droite, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est plus possible. Il n'y a plus la majorité nécessaire pour faire ça. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, je suis bien en peine de vous le dire, et tout le monde est bien en peine de le dire. On sait qu'au Parti démocrate, la ligne définie par Matteo Renzi, quand bien même elle est majoritaire, ne fait pas consensus. Il y a une minorité du Parti démocrate et certains représentants éminents qui disent non, nous, on est prêts à gouverner avec le mouvement 5 étoiles. Les journalistes ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité qu'il y ait un gouvernement anti-européen, mouvement 5 étoiles plus Ligue du Nord. Modulo le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mouvement 5 étoiles est plutôt en train de se recentrer sur une ligne pro-européenne, ce qui le rend a priori assez peu compatible avec un parti d'extrême droite, et que par ailleurs, il y a quand même beaucoup d'éléments programmatiques très forts qui séparent ces deux partis, sur l'écologie, sur la démocratie, sur l'égalité des droits, etc. La Ligue du Nord est un parti qui est quand même très conservateur, alors que par exemple, le mouvement 5 étoiles a approuvé le mariage pour les couples de même sexe. Donc voilà, la situation est assez inextricable et aujourd'hui, on ne saurait pas être capable de dire ce qui va en sortir. L'enseignement qui est important quand même, c'est qu'on a plusieurs élections qui ont eu en Italie ces derniers temps, qui ont débouché sur des recompositions politiques spectaculaires. La France est quand même un excellent exemple. Aujourd'hui, vous avez comme certains des principaux mouvements politiques, La République En Marche et la France Insoumise, qui n'existaient pas avant 2012, le Parti Socialiste qui était le gouvernement sortant qui se retrouve à 6%. Là, on est dans une situation qui est quand même assez semblable, à ceci près que là, par contre, c'est un parti anti-système qui est devenu le principal parti du pays. Et l'élément fondamental, c'est celui-là. C'est-à-dire que le système politique a volé en éclats, donc la crise politique, la crise des réfugiés, la crise des migrants, qui est quand même quelque chose de très fort, hein, qui impacte beaucoup l'opinion en Italie, a abouti à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, on vit une période de crise dans laquelle il se passe beaucoup de bouleversements très intéressants sur le plan politique et sur le plan électoral, et l'Italie est un bon exemple de tout ça. Voilà, on peut passer à la discussion. Vous souhaitez apporter un point de vue? Alors, j'aurais deux questions. La première, par rapport aux partis qui font des coalitions, on se dire, je vous posais simplement la question du programme, en fait. Comment ils font pour se mettre d'accord sur un programme, sachant que des fois ils sont très très nombreux, est-ce que c'est un truc qui importe vraiment par-dessus tout ou pas? La deuxième chose, c'est, vu la situation dans laquelle ils sont actuellement au niveau des parlementaires, imaginons qu'il soit possible qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée. Est-ce que, historiquement, par exemple en Europe ou dans d'autres pays, à ce moment-là, il y a une prime à celui qui avait gagné auparavant les
élections, c'est lui qui a le plus de chances en fait de sortir en tête dans les nouvelles élections, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de lien avec les élections précédentes? Alors, quand j'ai insisté pour parler du mode de scrutin avant l'exposé, puisqu'il conditionne la manière dont se comportent les partis politiques lorsqu'ils se présentent aux élections. Là, c'en est un exemple absolument caricatural. Le système politique, enfin le système électoral que vous aviez avant celui-ci, obligeait les partis membres d'une coalition à soutenir le même candidat à la présidence du Conseil. Donc, de fait, ils étaient obligés de s'entendre sur un minimum de programme commun. Avec le mode de scrutin actuel, non seulement cette disposition disparaît, mais en plus, comme la représentation proportionnelle est calculée de manière totalement distincte de celle du scrutin majoritaire, en fait, le seul et unique intérêt pour les différents partis politiques de faire des coalitions, c'est de se partager les circonscriptions au scrutin majoritaire. Donc, par exemple, pour la coalition de droite, je vais revenir au tableau qu'on avait. C'est pas le tableau. Les trois principaux leaders politiques ont fait campagne de manière séparée. Berlusconi a fait sa campagne de son côté, Matteo Salvini a fait sa campagne de son côté. Vous voyez d'ailleurs dans les logos des partis, vous avez d'un côté Berlusconi Presidente et Salvini Premier ministre. Donc ils étaient tous les deux à la tête du gouvernement, alors même qu'ils étaient alliés, ils faisaient des meetings séparés, etc. Au bout d'un moment, quand même, les électeurs étaient un petit peu perdus, donc ils ont fini par faire un meeting tous ensemble, où ils étaient tous les quatre sur scène, à une semaine de l'élection. C'était le seul et unique meeting commun de la coalition de droite pendant cette campagne, et bon, ils étaient un petit peu mal à l'aise, parce qu'ils ne savaient pas trop comment appréhender cette situation. Ils n'avaient jamais discuté d'une plateforme commune. Matteo Salvini avait claironné dans les médias, il est hors de question que Berlusconi revienne dans les affaires, etc. Ils étaient alliés avec lui, oui, mais quand même. Donc, voilà, on était dans une situation un petit peu paradoxale, sachant qu'il n'y a vraiment que la coalition de droite qui était confrontée à cet état d'âme, puisque dans la coalition de centre-gauche, vous n'aviez vraiment que des micro-partis ou des groupuscules qui étaient alliés au Parti démocrate. Donc le programme de la coalition de centre-gauche était le programme du Parti démocrate. Le candidat, c'était Matteo Renzi, il n'y avait pas de débat là-dessus. Quant au mouvement 5 étoiles, non seulement il se présentait en tant que force politique unique, il n'avait pas d'alliés. Et par ailleurs, c'est un mouvement, même s'il est très démocratiste dans sa manière de s'organiser en interne, où on ne conteste pas le chef. Beppe Grillo n'a jamais été inquiété quant à son leadership sur le parti, jusqu'à ce qu'il décide de se retirer. Il a même provoqué plusieurs votes en interne du parti pour faire expulser des parlementaires ou des députés européens qui avaient critiqué lui, qui avaient critiqué sa ligne, ou qui avaient eu des démêlés avec la justice. Une situation un petit peu hypocrite, puisque Beppe Grillo n'a jamais pu se présenter en personne aux élections, dans la mesure où il avait fait l'objet d'une condamnation pour un accident de la route ayant provoqué la mort de 3 personnes. Il avait été condamné à une peine de prison pour homicide involontaire, ça c'était dans les années 80, donc ça faisait très longtemps. Malgré tout, la charte du mouvement 5 étoiles impose que les candidats qui ont un casier judiciaire ne puissent pas être candidats aux élections au nom du mouvement 5 étoiles. Donc on était... Voilà, donc c'était quand même une situation un petit peu marrante, parce que vous avez donc Beppe Grillo qui a fait campagne pour son parti quand bien même il ne pouvait pas être candidat, et Silvio Berlusconi qui a fait campagne pour son parti alors qu'il était sous le coup d'une peine d'éligibilité. Vous voyez, c'était un peu psychédélique parfois cette campagne. Quoi. Mais est-ce que leur nom est sur les bulletins? Mais oui, puisque... Mais comment on peut avoir le nom Par exemple, de Berlusconi alors qu'il est inéligible? Il n'est pas et candidat. parce que ça c'est le logo du parti. Sur le bulletin de vote, Il n'y avait pas son nom. sur le bulletin de vote, tu mets le logo du parti et tu le coches si tu veux voter pour le parti. Mais dans ton logo du parti, tu mets ce que tu veux. Donc quand bien même Berlusconi ne peut pas être candidat, tu mets Berlusconi dans le logo du parti. Voilà. Donc les gens ils ont l'impression de voter pour Berlusconi, alors en fait ils ne peuvent pas. Mais bon, c'est pas grave, ça Quand marche il comme sera ça. éligible dans un an, il va demander sa part. Oui, alors il a quand même 81 ans et il vient de se prendre une raclée. Donc là je pense que cette fois-ci, on va enfin en être débarrassé. Mais ça fait quand même depuis 1994 qu'il est candidat à toutes les élections législatives sans distinction. Oui, bah non. C'est quand même un parcours. On a bien eu des présidents qui étaient présidents réélus à plus de 80 ans et qui étaient candidats depuis une vingtaine d'années. On a eu Jacques Chirac qui a fait toutes les Mitterrand. présidentielles depuis 1980. Mitterrand. Voilà. Mitterrand, on a fait moins. Ouais. Et puis lui, il est mort. Voilà, c'était quoi l'autre. Sur si on dissout l'Assemblée, est-ce qu'il y a plus de chances? Ah oui. Alors, là où la situation est assez inextricable, c'est que si vraiment il y a impossibilité de constituer un gouvernement, normalement on convoque des élections législatives anticipées.
Sauf qu'a priori, quand on regarde les résultats, il n'y a rien qui permet de penser que la situation va changer. Il n'y a aucun leader naturel qui s'impose. Les gens qui ont voté pour le mouvement 5 étoiles n'ont aucune raison objective de changer d'avis dans la mesure où leur parti est de loin le premier parti du pays et que, comme il se dit, moi je veux bien gouverner avec tout le monde, ils ne peuvent pas dire que ce parti ne sert à rien, qu'il est inefficace, parce qu'il essaye justement de gouverner. Donc il n'y a pas vraiment de raison valable de retourner aux urnes. Il y a un exemple assez proche qui peut être pris, c'est celui de l'Espagne. Fin 2015, l'Espagne vote et elle sort avec un congrès des députés sans majorité. Le Parti populaire tente de constituer un gouvernement, il n'y parvient pas, il y a une coalition de gauche entre Podemos et le Parti socialiste ouvrier espagnol qui essaie d'être constitué, ça ne marche pas, donc on va aux élections. Les résultats sont un peu de choses près les mêmes, sauf que l'audience du Parti populaire est légèrement renforcée. Il gagne 7 points, il passe de 30 à 37%, et quelque part, c'est lui qui est sorti vainqueur du rapport de force qui a été engagé entre les différents partis. Et d'ailleurs, il a réussi à prendre la tête du gouvernement en forçant quelque part le parti Ciudadanos à lui accorder sa confiance pour qu'il puisse devenir Premier ministre en Espagne. Donc là, si on retourne aux urnes, il y a peut-être une chance que le mouvement 5 étoiles ne baisse plus simplement 32 mais 40% des voix, et là, c'est clair que plus personne ne pourra l'empêcher de prendre le pouvoir. Mais voilà, il faut savoir sur quoi va déboucher la situation actuellement. Le débat politique est très confus en Italie en ce moment. On a des déclarations de presse contradictoires. Alors, déjà, le taux de participation à ces élections, il est peut-être combien? Un peu plus de 73%, il est en chute de 2 ou 3 points par rapport au scrutin précédent. C'est un des taux les plus faibles de l'histoire politique de l'Italie. Il faut savoir qu'en principe, en Italie, le vote est obligatoire. C'est-à-dire que si les Italiens ne vont pas voter, ils sont infligés une petite amende ou une taxe sur leurs impôts, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment très résiduel, donc c'est symbolique, en fait, c'est pas dissuasif. Donc le fait qu'il y ait un gros quart des Italiens aujourd'hui qui préfèrent payer plutôt que d'aller aux élections montre quand même qu'il y a une défiance vis-à-vis du système politique qui est non négligeable. Et après, juste, c'est dû à quoi voilà, tout ça quand même, l'éclatement, le fait qu'il n'y ait pas de gauche radicale qui émerge, le fait voilà, qu'on arrive à quand même à 3 blocs, un tiers, un tiers, un tiers. Et après, ils ont jusqu'à quand pour faire un gouvernement avant de redéclencher des élections? Alors, parce qu'il y a une date limite. Ça, j'ai pas vérifié avant. Mais en tout cas, le président de la République qui est désigné au suffrage indirect en Italie a une marge d'appréciation très forte sur la nomination d'un président du Conseil et sur la convocation d'élections anticipées. C'est Giorgio Napolitano, aujourd'hui, qui est président de la République en Italie, qui est un homme très influent, ancien cadre du Parti communiste italien, multiples fois membre d'un gouvernement. Je ne doute pas qu'il s'impliquera très fortement dans la situation politique dans les prochaines semaines. On verra bien s'il arrive, lui, à aller dans une direction plutôt que l'autre. Parce que là, c'est quoi le gouvernement sortant? Le gouvernement sortant, c'est celui d'Enrico Letta, qui du coup continue avec les affaires courantes, qui est un gouvernement, on va dire, de ce qu'il restait de la grande coalition. Comme je vous l'ai dit, à l'issue des... Non, lui, il est démocrate. Comme je vous l'ai dit, à l'issue des élections de 2013, vous avez une majorité absolue pour le Parti démocrate et ses alliés à la Chambre, mais vous n'avez pas de majorité au Sénat. Donc, vous avez un Premier ministre qui s'appelait à l'époque, je me souviens toujours pas de son nom, mais en tout cas, peu importe, il restait que 9 mois, donc on s'en fout. Il avait fait une grande coalition avec le peuple de la liberté de Silvio Berlusconi. Ensuite, Silvio Berlusconi se retire de cette coalition et vous avez une scission de son parti avec plusieurs dizaines de parlementaires qui choisissent de rester alliés au Parti démocrate. En fait, c'est cette majorité qui reste en poste jusqu'aux élections de 2018, c'est-à-dire des scissionnistes, enfin des anciens berlusconistes, le Parti démocrate qui continue à rester le plus gros parti d'Italie. Et alors, je ne suis pas revenu dessus, mais en gros, vous aviez une liste centriste avec Mario Monti, qui était le président du Conseil italien avant 2013, qui avait été appointé par la Commission européenne. La grande spécialité, et c'est peut-être quelque chose qui peut arriver aussi en Italie, c'est que quand vous n'arrivez pas à constituer une majorité au Parlement, on vous met ce qu'on appelle un gouvernement de technocrates. D'aimables spécialistes compétents qui vont gérer les affaires au mieux, vu que les partis politiques sont incapables de le faire. Mario Monti, il était ancien commissaire européen, c'était carrément un émissaire de la Commission européenne. Mais c'était pas avoué, mais c'était explicite. Et sous sa férule, d'ailleurs, en gros, tout ce qui
qui exigeait les institutions européennes de l'Italie recevait une réponse favorable. Mario Monti, galvanisé par son expérience gouvernementale en 2013, avait présenté ses propres listes avec Monti pour l'Italie. Bon, 10% à la Chambre, 9% au Sénat, c'est un échec total, voilà, qui montre bien d'ailleurs l'opinion des Italiens vis-à-vis de l'institution européenne par ailleurs. Et donc ces soutiens de Mario Monti avaient aussi soutenu les différents gouvernements de grande coalition qui s'étaient succédés jusqu'ici. C'est pour ça que la situation aujourd'hui elle est compliquée pour les partis institutionnels, puisque jusqu'ici, ils pouvaient compter sur tout un tas d'alliés, des centristes, des minorités, des partis qui trouvaient que le leader déconnait, etc. Là, ça c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus faire des coups de poker comme ça. Et c'est la première fois dans l'histoire politique de l'Italie que ça arrive. Et le vote là, des députés va être quand Quand est-ce qu'il va finir le gouvernement? Tant que Quand ils se mettront Dès qu'ils se décident. Donc, Normalement, pour l'instant, dans la procédure, le président de la République désigne une personne pour engager des discussions pour la constitution d'un gouvernement. Si cette personne arrive à trouver les alliés nécessaires, elle présente un gouvernement. Ce gouvernement brigue les suffrages des députés et des sénateurs pour avoir un vote de confiance. S'il est majoritaire, eh ben, c'est très bien, allons-y, le gouvernement gère les affaires du pays. S'il est minoritaire, ça ne marche pas. Sous quel délai, madame? Et ça, Élie avait posé la même question, mais malheureusement, je ne sais plus exactement. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un gouvernement. Toutes les coalitions, toutes les constitutions de démocratie européenne prévoient ça pratiquement. Mais parce qu'en Allemagne, il n'y avait pas de délai non plus. Si. Non, il n'y avait pas de délai non plus, il y avait Ouais, simplement mais une volonté de faire. Il y a C'était pas plusieurs prévu. formes de délais possibles. Je sais qu'en Suède ou dans les Pays-Bas, vous avez en fait, le chef de l'État confie un mandat exploratoire à la personne qui est désignée pour être chef du gouvernement, et il a un délai prescrit pour arriver à constituer sa coalition. D'accord. Quand ce délai expire, on dit il n'est pas arrivé, donc on choisit quelqu'un d'autre pour. Voilà. Donc on peut avoir une succession de plusieurs personnes là pour un mandat exploratoire et qui essaient de former une coalition. Voilà. Sachant que tant que vous n'avez pas plusieurs partis qui se mettent d'accord sur un programme de gouvernement, il est clair que c'est impossible qu'un gouvernement se mette en place. Là en gros, après il faut faire des maths. Là vous pouvez avoir un gouvernement Ligue plus Forza Italia plus Parti démocrate. Donc, vous pouvez avoir un gouvernement. Alors le mouvement 5 étoiles ça marche avec tout le monde. Mouvement 5 étoiles Parti démocrate ça marche. Mouvement 5 étoiles Forza Italia ça marche. Mouvement 5 étoiles Ligue ça marche. Voilà. Ce qui est certain, c'est que vous n'aurez jamais un gouvernement 100% droite, 100% gauche ou 100% mouvement 5 étoiles, sauf si un des principaux partis accepte d'en soutenir un autre au Parlement sans participer au gouvernement. Auquel cas, vous avez un gouvernement minoritaire qui a une majorité au Parlement, mais qui est une majorité, on va dire, un peu friable. Puisque lorsque vous êtes un parti politique et que vous n'avez pas de représentant dans le gouvernement, vous avez beaucoup moins de scrupules à faire chuter ce gouvernement si vous ne voulez pas. D'où la complexité de cette situation. Donc la France Insoumise, c'est quel parti qu'elle soutenait Dans la gauche, on peut. C'est le parti qui fait 1,1% qui s'appelle Pouvoir au peuple. Par ailleurs, vous voyez aussi 0,9% pour un mouvement qui s'appelle Casapoun. Casapoun, c'est un mouvement pour le coup, vraiment très très à droite de l'extrême droite qui est assez adepte des combats de rue notamment. Voilà. Bon, ça fait quand même 0,9%. Et Bien, ça, autres, c'est c'est particulier. des abstentions. Hein? Autres, c'est abstention. Non, autres, c'est toutes les autres petites listes qui sont présentées, qu'on fait 0,2, 0,3, 0,01. La défense des chats. Hmm? La défense des chats. Bah oui, c'est important. Différents groupuscules communistes ou trotskistes qui ont la spécialité de faire voilà, plein de choses comme ça. Quelles ont été les grandes idées qui ont structuré la campagne? Alors, Sortie de l'Europe. l'Europe. ce qui a focalisé le débat politique, c'était le rapport au mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire que tout le monde savait que le mouvement 5 étoiles allait être très fort, et tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de majorité pour les uns ou pour les autres au Parlement. À un moment donné, la droite était très haut dans les sondages, il y avait une possibilité qu'elle arrive à avoir la majorité. Mais ça a été vite abandonné. Et donc les thèmes qui ont été vraiment très présents dans la campagne, le thème à mon avis qui a été le plus présent, c'est les migrants. La crise migratoire aujourd'hui, elle est très forte en Italie. Vous avez beaucoup de réfugiés qui arrivent sur les côtes italiennes. Vous avez vu plusieurs fois des reportages sur l'île de Lampedusa avec des camps d'intention africains. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui s'entassent. Pour ça, aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation majeure pour les Italiens. Et
C'est Un pays d'immigration en plus. avec des réactions négatives qui, quelque part, peuvent se comprendre, même si c'est jamais légitime d'avoir des discours racistes ou xénophobes, mais quand vous êtes un Italien du sud de l'Italie, qui est déjà très pauvre, enfin pas très pauvre, mais qui a déjà beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de difficultés de sous-emploi, beaucoup de difficultés Vous allez dans l'agglomération de Naples, vous voyez que c'est vraiment une ville très populaire, quoi. Vous voyez que les gens, ils vivent pas dans un contexte fastueux, etc. Et donc, quand on vous dit, en plus, il va falloir accueillir des milliers de migrants, etc., les gens qui n'ont pas de conscience de gauche ou progressiste ou solidaire, etc., ont vite fait de se dire, bah non, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas les accueillir. Et donc, du coup, ils sont assez sujets, assez sensibles au discours anti-immigré. C'est l'abandon de l'Europe aussi qui n'a pas donné suffisamment de fonds, ou qui n'a pas secouru, on va dire, massivement tous ces migrants. Les Italiens, ils étaient un petit peu seuls pour les accueillir et pour tout ça. L'Union européenne. Non, mais il y a la directive du Oui, mais elle a mis beaucoup de temps à venir. Non, mais il y a la directive du L'Union européenne arrose généreusement le sud de l'Italie de tout un tas de fonds structurels depuis oui, mais ça, c'est pour eux, un certain nombre d'années. Voilà, mais ça, pour eux, ça fait partie de l'histoire. Pour eux, c'est garanti, quoi. Donc ça, à la limite, c'est même plus quelque chose d'exceptionnel. Pour eux, c'est un acquis. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est tous ces gens qui mouraient, qui arrivaient sur un peu tout ça, et que les autres Européens ne leur venaient pas en aide, quoi. Donc le fait de vouloir sortir de l'Europe, c'est quand même aussi un sentiment qui commence à monter. Et puis, comme tu dis, oui, des gens précaires qui acceptent encore plus de pauvreté. Non, mais après, sur juste sur les autres thèmes qui ont émergé dans la campagne, donc celui-là était vraiment un des thèmes principaux. Puis il y a des thèmes aussi qui sont assez traditionnels dans le débat politique italien, la corruption, le rejet des partis politiques traditionnels, qui s'est quand même bien manifesté pendant ce vote, la capacité des institutions à fonctionner. On est quand même sorti d'une période où il y avait beaucoup de débats à travers le référendum de Matteo Renzi sur la réforme des institutions, voilà. En gros, tout le monde comprend bien que ça ne fonctionne plus, ce système. Le bicaméralisme égalitaire, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Voilà. Donc, puis à un moment donné, quand même, vous aviez le dernier gouvernement qui était en poste, lorsqu'il a été nommé, le mandat principal qui lui a été confié, c'était de réformer le mode de scrutin pour le Parlement. Il faut se rendre compte quand même du niveau de crise de régime qu'on a atteint pour que vous mettiez en place un gouvernement dont la fonction première est de décider comment vont être élus les parlementaires, quoi. Donc, il y a une vraie crise de régime aujourd'hui et qui ne va pas de s'arrêter, puisque les résultats électoraux aujourd'hui, en gros, ne correspondent pas à la manière des institutions telles qu'elles ont fonctionné. Alors, moi, je voulais dire, sur les migrants, le souci premier avec l'Union européenne, et dont l'Italie est touchée, tout comme la Grèce, c'est la directive du BLAD. C'est-à-dire en fait que quand un migrant est arrêté dans n'importe quel pays européen, il est rapatrié dans les 48 heures dans le premier pays européen dans lequel il est arrivé. Ce qui est complètement inégalitaire, parce qu'évidemment, ils ne vont pas dans le premier pays, c'est la France, ils vont comme ils viennent soit par terre ou soit par mer, c'est soit l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, les pays de l'Est qui sont le plus, parce qu'ils ont une zone de frontière de proximité. Donc aussi, par exemple, si un sans-papier est arrêté en France et qu'il a commencé en Italie, il est renvoyé en Italie. C'est pour ça que quand ils arrivent, ils sont fichés, ils refusent d'être fichés, ils ne donnent pas leur identité et ils traversent tout seul. Moi, après, j'ai une question par rapport au mouvement 5 étoiles. C'est qu'ils ont des mairies, et moi, je voulais savoir quel résultat ils ont fait là où ils sont en poste, pour savoir si les Italiens sont plutôt contents de leur politique quand ils sont dans l'exécutif. Parce que je pense que c'est important, et que aussi, par rapport au vote sur la question des migrants, c'est plus le Nord qui a voté quand même à droite pour la coalition d'extrême droite, et c'est pas eux qui sont le plus touchés. Ah non, c'est clair. Voilà. Mais enfin, au premier. Après, ce qu'il faut, quand on regarde les résultats en détail, si je les remets par région, c'est pas très visible, mais bon, on va essayer de faire avec. Vous voyez, là, il y a une colonne Forza Italia et une colonne Ligue. Vous voyez que les résultats sont quand même très disparates, quoi.
La Ligue, elle reste quand même essentiellement implantée dans le Nord, avec des résultats qui peuvent être très importants. On voit en Lombardie 28%, on voit en Vénétie 31,8%, donc elle reste essentiellement très forte dans ces bastions traditionnels, qui sont souvent des régions qu'elle dirige d'ailleurs. Forza Italia, en revanche, reste beaucoup plus forte dans le sud. On voit qu'elle arrive encore à faire 20,6% en Sicile, on voit 19,5% dans les Pouilles. Donc la coalition de droite, quand même, dans le sud, reste dominée par Forza Italia. Voilà, pour la simple et bonne raison, quand même, que la Ligue, même si elle a choisi d'universaliser un petit peu son discours, reste quand même très stéréotypé comme étant un mouvement de défense des riches intérêts, des intérêts des riches italiens du Nord, ce qui a un peu de mal à prendre dans le sud. Là, vous voyez, c'est pas terrible. En Basilicate, 7,2, en Calabre, 4,9, en Campanie, 4,6. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché. En revanche, dans l'Italie centrale, ça a marché. Hein. Dans les Abruzzes, Italie centrale. Dans le Latium, Italie centrale, vous voyez que la Ligue et Forza Italia sont au coude à coude. Donc il y a quand même un discours aujourd'hui arboré par la Ligue du Nord qui arrive à convaincre des Italiens au-delà de ceux qui veulent défendre leurs intérêts privilégiés dans le nord de l'Italie. Mais bon, le succès de la Ligue, il est quand même essentiellement dû au vote en bloc des Italiens du Nord. Voilà. C'est un héritage historique de ce parti qui est une partie de défense des Italiens, des intérêts des Italiens du Nord. La Ligue eurosceptique. Ah oui. Enfin, là aussi, on a eu un discours de Salvini qui consistait à devenir un petit peu plus eurocompatible. Mais parmi les mouvements d'extrême droite ou de droite radicale européens, celui-ci est quand même un des plus radicaux. C'est pas pour rien s'il siège au Parlement européen avec le BBB de Geert Wilders ou le FPE ou le FN. Quoi. Voilà, c'est que très clairement, c'est vraiment un parti d'extrême droite. Du coup, on se retrouve avec les deux partis principalement votés en Italie eurosceptiques. Oui, voilà. À ceci près, je pense que le mouvement 5 étoiles ne peut plus vraiment être taxé de parti eurosceptique, puisque Luigi Di Maio a passé vraiment toute sa campagne électorale à essayer de rendre son parti eurocompatible. Mais il ne siège pas avec les Patriotes, là, au Parlement européen? Il ne siège pas avec les Patriotes au Parlement européen? Mais si, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait une tentative de sortir justement de leur groupe avec l'UKIP de Nigel Farage et les Patriotes et tout ça, pour aller avec les libéraux. Sauf que les libéraux leur ont dit non, on ne veut pas de vous. Donc du coup, ils sont un peu comme des cons, ils sont obligés de rester dans leur groupe dans lequel ils ne veulent plus être, parce que personne d'autre ne veut de nous. Et dans les mairies 5 étoiles? Alors, les mairies 5 étoiles. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais en 2016, il y a des municipales qui ont été marquées par un succès incroyable du mouvement 5 étoiles, qui fait tomber plusieurs villes de plus de 20 000 habitants, et qui ont fait tomber deux des principales, qui sont Turin et Rome. Aujourd'hui, Turin et Rome, vous avez une administration du mouvement 5 étoiles, majorité absolue au conseil municipal, pas de problème. C'est des mairies qui ont été très critiquées parce qu'elles sont dirigées par des jeunes femmes inexpérimentées, qui ont fait l'objet de beaucoup de stigmatisation sexiste, etc. Où elles sont incapables de gérer une grande ville, elles font n'importe quoi, etc. La mairie de Rome en particulier a été très très ciblée par ces critiques. Et quand on regarde les résultats, la mairie, à Rome, intramuros, vous avez un résultat qui est conforme à la moyenne nationale. Donc le mouvement 5 étoiles n'est pas plus faible à Rome qu'il ne l'est dans le reste du pays. Quand vous regardez les résultats à Turin, c'est un petit peu plus mitigé, ils font 23-24%, mais ce qui correspond à l'étiage du mouvement 5 étoiles dans le nord de l'Italie. Donc a priori, dans ces mairies qui sont décrites comme étant impopulaires et comme faisant l'objet de vives critiques, il n'y a pas de désaveu majeur qui s'est exprimé de la part des électeurs de ces villes. Voilà, ils ont encore quand même beaucoup voté le mouvement 5 étoiles, même si ça n'a pas été un raz-de-marée comme on peut en avoir ailleurs. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à Naples, par exemple, vous avez un maire qui s'appelle Luigi De Magistris, qui est quelqu'un qui est plutôt à la gauche de la gauche, qui a été très très anti-Renzi du temps où Matteo Renzi était au pouvoir, et qui est quelqu'un qui est très populaire auprès des Napolitains parce qu'il a eu un discours, une action très ferme contre la corruption, il a eu une action très ferme en matière de sécurité. Aujourd'hui, vous marchez dans les rues, vous prenez le métro à Naples, il y a des policiers partout. Mais partout. Vous avez des patrouilles de policiers dans les stations de métro avec 4 flics sur chaque quai à chaque station. On a quand même quelque chose d'assez particulier. Pour la mafia ou pour les migrants? Pour les touristes. Pour protéger les touristes essentiellement des pickpockets qui sont un vrai fléau à Naples. Voilà. Et, donc c'est une ville qui a cette tradition justement de délire des représentants qui sont déjà assez iconoclastes. Là, Luigi De Magistris, je ne sais pas qui soutenait, je pense qu'il soutenait la coalition Libre et Égaux qui a fait 3%.
Il avait été réélu triomphalement à la mairie de Naples en 2016 dès le premier tour, puisque vous avez 2 tours pour les élections de mairie en Italie. Et là, le mouvement 5 étoiles fait 52 à Naples. Donc, c'est la première fois que vous avez vraiment un mouvement comme ça qui arrive à mobiliser les Italiens du Sud, comme la Ligue a pu le faire avec les Italiens du Nord. Et là, on atteint quand même des... Je pense que je peux vous lire un passage sur ces résultats, mais j'ai rarement... Le Parti communiste qui était accusé de Mais ça fait très longtemps, et je en pense gros, pas... en gros, dans le sud, le mouvement Sainte-Étoile a complètement mangé la gauche. Oui, c'est exactement ça. En fait, le Parti communiste, l'Italie telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était à l'époque où le Parti communiste était puissant, parce qu'à l'époque, vous aviez encore une classe ouvrière qui était très forte en Italie, beaucoup d'industrie, etc. Tout ça a quand même beaucoup dégagé, hein, et l'industrie aujourd'hui, elle est essentiellement implantée dans le Nord. La Ligue a un électorat ouvrier. Hein. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui est indéniable. Si on fait un petit parcours des résultats du mouvement 5 étoiles dans le Sud. Donc, c'est un quasi-triomphe dans l'Italie du Sud et insulaire, avec plus de 40% en faveur des 5 étoiles en Campanie, en Sicile, dans le Molise, dans les Pouilles, en Calabre, en Basilicate, en Sardaigne. Ça va de 42,1 à 48,7%. C'est quand même sans ambiguïté. L'évolution des résultats dans ces régions entre 2013 et 2018 ne laisse pas la moindre place au doute. La grande majorité des électeurs gagnés par le mouvement 5 étoiles a été puisée dans les rangs de la gauche. Le PD et ses alliés s'y effondrent, tandis que la droite y reste stable, voire baisse, mais dans des proportions beaucoup moindres que le centre-gauche. Certains exemples en attestent. En Campanie, le centre-gauche perd 12,8 points, la droite en perd 8,4 et le M5S en gagne 28. En 5 ans, vous faites plus 28 points dans une seule région, c'est incroyable. En Sicile, le centre-gauche perd 13,6 points, la droite en perd que 1,3 et le M5S en gagne 18,6. Dans les Pouilles, le centre-gauche en perd 12, la droite en perd 1,5 et le M5S en gagne 20. Et dans la Calabre, le centre-gauche en perd 15,2, la droite stagne et le M5S en gagne 21,1. Donc là, très clairement, dans ces régions dans lesquelles vous avez une grosse percée du mouvement 5 étoiles, vous avez aussi un effondrement historique du centre-gauche. Donc c'est très clair, hein. Ces électeurs du Sud qui sont reconnus dans le mouvement 5 étoiles, autrefois ils se reconnaissaient dans la gauche. Donc ça aussi, c'est un enseignement quelque part qu'on peut tirer de ces résultats, qui est que le discours porté par le mouvement 5 étoiles leur convient mieux que celui porté par Matteo Renzi. Et honnêtement, vu leur situation, on a du mal à leur faire le reproche. En outre, si le mouvement 5 étoiles progresse très fortement dans le sud et dans certaines régions du centre, en revanche, dans le nord, il stagne. Il est stable. Il y a même des régions dans lesquelles il baisse. Donc, la dynamique, ce qui lui a permis de percer au niveau national, en réalité, c'est vraiment l'afflux massif d'électeurs dans les régions du sud. Voilà. Donc, malheureusement, ces résultats électoraux traduisent aussi la scission que vous avez dans le pays. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette scission, une si grande scission? Mais c'est parce que la santé économique du Nord est insolente par rapport à celle du Sud. Alors, Comment on explique ça? Vous avez l'histoire italienne? Non, mais c'est l'histoire de l'économie italienne, c'est-à-dire que le Sud était à la fois rural et industriel, avec les différentes crises, la désindustrialisation, l'affaiblissement de la part de l'agriculture dans les activités économiques du pays, du fait de la mondialisation qui fait que vous importez la mafia agricole au lieu de produire. Oui, mais tout est lié. Voilà. Plus les effets de la corruption, plus la présence de la mafia, notamment à Naples et sur la côte amalfitaine, a fait que l'économie du Sud s'est vraiment appauvrie. Et vous avez du coup un décalage très fort entre le Sud, qui est donc dans la situation qu'elle décrit, et le Nord. Vous avez encore de l'activité industrielle, vous avez encore de l'activité touristique. Moi, à titre personnel, je suis allé à la fois à Milan et à Naples. Vous avez l'impression d'être dans un autre pays. Mais vraiment, quoi. Y compris culturellement, l'ambiance n'est pas la même. Voilà. Vous êtes à Milan, vous êtes dans une grande ville européenne, internationale, une ville riche, vous voyez, avec un petit luxe, avec des grands équipements culturels. Vous voyez que bon, il y a beaucoup de tourisme. Voilà. Vous allez à Naples, vous êtes vraiment dans la ville populaire, vous voyez que les activités économiques ne sont pas du tout les mêmes, tout le monde circule à scooter, il y a une circulation automobile incroyable, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et y compris les gens sont différents. Quoi. Voilà. Mais les secteurs alpines ont toujours été les plus riches. Si tu prends tout le secteur des Alpes qui parle des Pyrénées, la Suisse, en France et le nord de l'Italie,
tout ça, c'est beaucoup plus riche qu'aux États-Unis. Il y a toujours eu cet héritage historique quand même. Bon, il y a bien des siècles maintenant, mais Milan était une grande cité commerciale, une grande puissance militaire, Venise aussi, Florence aussi. Voilà, donc, tout ça est quand même aussi le résultat d'une longue filiation historique. Et par ailleurs, il y a une culture germanique qui est un petit peu plus prégnante dans le nord que dans le sud, qui est vraiment de culture latine. Donc, voilà. Il y a une partie où ils parlent encore allemand. Et aussi, c'est un pays très régional. Une région où. Oui, c'est régionaliste, quoi. Nous, on est plus un État jacobin, enfin, on est de moins en moins. Mais en Italie, c'est les régions qui ont beaucoup plus de pouvoir que l'État, quoi. Donc, l'Italie en tant que pays unifié, un jeune pays, oui, l'unification italienne est quand même relativement récente. Donc les régions ont une très forte identité qui continue à se prolonger aujourd'hui. Et si on peut faire une caricature, les Italiens du Nord n'aiment pas ceux du Sud, puisqu'ils ont l'impression que c'est des glandeurs qui sont sous perfusion de l'économie du Nord. Et les Italiens du Sud n'apprécient pas ceux du Nord, puisqu'ils ont l'impression que toutes les richesses sont concentrées dans le Nord et qu'il n'y a rien qui leur arrive chez eux. Voilà. Donc quelque part, cette situation perdure encore et toujours, et on a le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter. Est-ce qu'on peut envisager les élections européennes Donc voilà. à partir de Le nombre de camps, d'ailleurs, dans un 2019. Déjà, il vote comment pour les européennes? Alors les dernières élections européennes s'inscrivaient dans un contexte. Le résultat d'une élection européenne est toujours influencé par le contexte national. Quand les élections européennes sont tenues en 2014, Matteo Renzi venait de prendre la tête du gouvernement. Il était très populaire, son autorité sur le Parti démocrate était très forte. Donc le Parti démocrate a fait 40% aux européennes de 2014. Le mouvement 5 étoiles est arrivé deuxième avec 21%, ce qui veut dire qu'il était en recul par rapport aux élections législatives de 2013. Ça allait pas très fort à cette époque. Déjà à l'époque, on voyait que Silvio Berlusconi, c'était pas terrible, parce que l'Italie avait fait 16%. Là, vous voyez qu'il tombe à quoi, 14, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'affaiblissement de Berlusconi dans la vie politique italienne, il date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps qu'en gros, il n'y a plus vraiment d'espoir pour lui de revenir aux affaires. Donc les prochaines élections européennes, déjà ça va dépendre de la constitution du gouvernement, parce que oui ou non, il y a un gouvernement qui va être constitué. Sachant que les délais du coup sont très proches, pour moi, si le mouvement 5 étoiles parvient à prendre la tête du gouvernement, ce qui n'est pas la moindre des probabilités aujourd'hui, et qu'il gère les affaires correctement, s'il n'y a pas de difficulté, si le gouvernement ne tombe pas au bout de 6 mois, ce qui est une possibilité, hein, c'est des choses qui peuvent arriver très facilement en Italie. Pour moi, ils vont remporter un triomphe absolu aux élections européennes. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. D'autant que en face, tout le monde est très divisé, quoi. Le Parti démocrate aujourd'hui est très affaibli, il ne fait même pas 20%. Matteo Renzi qui a, on va dire, qui a éliminé toute opposition à son autorité à l'intérieur du parti est aujourd'hui démissionnaire et il n'y a pas vraiment de leader naturel pour prendre sa suite. Voilà, il est possible une énième scission qui. Enfin, bon. Là, quand même, on est dans une période où ça vole en éclats dans tous les sens, quoi. Mais pour moi, oui, ces européennes vont être un tremplin pour le mouvement 5 étoiles. Point de vue idéologique, ça doit être pas évident à dire. Ils étaient très anti-européens et que maintenant ils veulent s'allier avec les libéraux, c'est pas non plus évident à expliquer. Soit ils font vraiment une ligne idéologique qui les ancre comme un parti modéré, et dans ce cas ils arriveront à trouver des alliés qui accepteront leur modération. D'autant que les discours hostiles à l'immigration sur les bancs du Parlement européen ils sont majoritaires aujourd'hui. La plupart des partis de droite qui siègent dans les groupes PPE ou DLE ne sont pas des partis centristes, aimables démocrates chrétiens ou des choses comme ça, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui dans le PPE, vous avez le parti de Viktor Orban. Hein. Les Républicains, ils siègent avec les parlementaires de Viktor Orban, ils n'ont aucun état d'âme, hein, ça leur pose pas de problème. Ils votent les trucs ensemble, bon voilà. Victor Orban et Hortefeux, c'est pareil. Moi je pense que le mouvement 5 étoiles arrivera à se trouver des alliés, il n'y a pas de raison. Après c'est clair que si on prend par exemple le projet de la France Insoumise, il y a des choses qui nous rapprochent d'eux. Sur les questions écologiques et environnementales, il y a des points communs. Sur les questions démocratiques, il y a des points communs. Sur la défiance vis-à-vis des élites politiques en place, il y a des points communs. Voilà. Après, sur l'immigration, il y a des
protectionnisme. Sur l'Union européenne, du coup, c'est devenu très évident de danser sur le même pied. Donc, voilà. C'est un mouvement qui reste quand même foncièrement iconoclaste. Quoi. Pour avoir la majorité, pardon, il leur suffit juste une bonne centaine de places. Eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, là, le mouvement 5 étoiles, il peut arriver à faire une alliance avec un seul des trois principaux partis qui sont Ils lisés derrière lui. n'ont que 50, donc c'est un peu juste. Oui, non, Il mais leur faut pas une majorité qualifiée. aujourd'hui, ce qui aurait de moins incohérent comme coalition, je pense que ce serait une coalition mouvement 5 étoiles, Parti démocrate. Il y a un différent assez fort des deux partis sur les questions migratoires, mais sur les questions économiques et sociales, le logiciel idéologique du mouvement 5 étoiles est quand même plutôt un logiciel de gauche. Donc même si le Parti démocrate c'est beaucoup droitisé, je pense quand même que s'ils font l'effort d'élaborer une plateforme commune, ils peuvent y arriver. Alors que par exemple, Forza Italia et la Ligue, qui sont quand même des mouvements plutôt libéraux, bien que la Ligue soit assez protectionniste, ça paraît beaucoup plus compliqué d'arriver à un accord avec le Parti démocrate, avec le mouvement 5 étoiles. Sur les questions d'écologie, en tout cas, ils ne dansent pas du tout sur le même pied. Voilà. C'est clair que là, c'est pas possible de faire une hypothèse viable sur ce qui va déboucher de tout ça. On voit qu'il y a une dynamique un peu européenne de cette défaite de la gauche, une certaine gauche néolibérale. Ça se voit un petit peu dans toute l'Europe. On l'a vu en France l'année dernière avec les 6% de PS. En Allemagne aussi, c'est un peu en déliquescence. Là, on voit au moins 6%. On voit que cette gauche sociale, elle est social-démocrate. Cette élection a été beaucoup scrutée, puisqu'à un moment donné, Renzi était un peu le Macron italien. C'est-à-dire, il était le tenant de cette gauche moderne, réformiste, europhile. En plus, il avait un discours un petit peu populiste qui consistait à dire bon, maintenant, place à la nouvelle génération. Il avait dit stricto sensu, les vieux politiques, on va les mettre à la casse. Et donc, il y a un moment donné, oui, ça marchait. Je me souviens d'une couverture du Courrier international avec Matteo Renzi déguisé en Superman en train de déchirer la chemise avec le logo Superman, avec le titre Renzi va sauver la gauche en Europe, un truc comme ça. Donc, quand vous voyez les résultats aujourd'hui, c'est vite tombé à l'eau, quoi. Donc là, en fait, le résultat de cette élection est vraiment terrible pour les gens qui sont tenants d'une ligne à la Macron, qui est justement social-libérale, qui consiste à être à la fois à gauche et à droite, à être fondamentalement pro-européen, etc. Voilà. Donc oui, vous voyez d'ailleurs des commentaires catastrophés sur les réseaux sociaux, c'était très marrant. Les résultats sur les réseaux sociaux des élections d'Italie, voilà. Ouais, l'Italie, ils ont eu la Troïka, non, il y a quelques années. Non, ils n'ont pas eu la Troïka. Mais ils ont failli l'avoir. Ils ont eu des pressions très fortes des institutions européennes, en particulier quand Berlusconi était à la tête du pays en 2008-2009. D'ailleurs, quand Berlusconi a été renversé, je ne sais plus en quelle année c'était, avant les élections de 2013, il avait accusé Merkel, Sarkozy et la Commission européenne d'avoir comploté pour provoquer son éviction de la tête du gouvernement italien, quoi. Donc, il y a eu une tentative de coup d'éclat de la part de Berlusconi qui revendique d'avoir refusé un plan d'aide du FMI qui aurait revenu, selon lui, à vendre l'Italie. Voilà. Donc, quelque part, je pense que Berlusconi, président du Conseil, n'aurait peut-être pas été celui qui aurait été le plus enclin à sacrifier les Italiens sur le thème de l'austérité. En tout cas, c'est très clair que les gens qui ont provoqué sa chute avaient des relations de proximité affirmées avec les institutions européennes. Il y a eu quand même, à un moment donné, une situation politique. Ils n'ont pas eu la Troïka, mais il y a eu des pressions. Ça, c'est clair et net. Il y a eu des pressions de la Commission européenne pour qu'ils mettent en œuvre des politiques d'austérité via un même procédé que vous avez eu en Espagne. En Espagne, il y a eu un moment donné où Rajoy s'en est vraiment pris plein la courge de la part des institutions européennes qui disaient que son budget n'était pas à l'équilibre, que si ça continuait comme ça, l'Union européenne allait revoir les fonds structurels qu'elle versait à certaines régions espagnoles. Donc voilà. Les seuls pays qui ont eu la Troïka, c'est l'Irlande, le Portugal et la Grèce. Et donc ils en sont tous sortis sauf la Grèce. Voilà. Et parce que l'Italie, c'est un pays vieillissant. C'est un taux de natalité très très bas, il n'y a pas de politique. Non, c'est quoi la Troïka?
Ah, La bah, Troïka, c'est c'est une Troïka, comme son nom l'indique, entre le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Et donc, les trois pays, l'Irlande, le Portugal et la Grèce, ont été mis sous tutelle de cette Troïka pour justement arriver, enfin, le but affirmé était d'arriver à retourner un certain équilibre budgétaire et faire baisser la part de l'endettement dans les économies souveraines de ces pays. C'est la mise sous tutelle de l'économie par des instances internationales. En gros, c'est ça. Il y a plusieurs ouvrages, je vous invite à regarder, sur la Grèce et l'Irlande, qui ont été rédigés, qui sont vraiment édifiants. Vous aviez des émissaires de la Troïka dans les ministères, qui regardaient ce que faisaient les ministres pour que ça aille bien dans le sens des plans d'austérité qui étaient imposés. comme la vente du port d'Athènes, la vente des aéroports, D'accord. faut tout vendre sauf les terres parce que ça appartient à l'État. En fait, Premier non, producteur en Grèce, c'est l'État. ils ont dit il faut que tu économises, il faut que tu te débarrasses, il faut que tu récupères des sous, et ben tu vas mettre des choses en vente. Et du coup, ils ont vendu tout et n'importe quoi. Et là maintenant, la question est de vendre des îles. Et donc du coup, qui c'est qui veut racheter les îles? Il y a beaucoup de Qatar, les Émirats Arabes Unis, parce qu'au bord des îles, tu peux avoir donc, du pétrole, parce qu'il y a eu des recherches pour faire les trucs offshore. Mais comme l'île sera vendue, c'est même pas le peuple grec, quoi qu'on pense du pétrole, le peuple grec au gouvernement, ça va être le Qatar, le prince. Il y avait une question tout à l'heure aussi sur pourquoi la gauche radicale n'émerge pas dans cette situation. Je pense que les principaux responsables de ça, c'est les représentants de la gauche radicale eux-mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis les élections de 2008, c'est un immense champ de bataille. Vous avez plein de scissions, plein de petits partis qui se tirent la bourre, des dirigeants politiques qui ne s'entendent pas, qui s'accusent de diviser les autres. Il n'y a aucun leader charismatique, légitime, qui arrive vraiment à émerger. En plus, ça se recompose sans arrêt, comme je vous l'ai dit, à chaque élection, vous avez une coalition différente, au bout d'un moment, les gens n'arrivent plus à suivre, ils ne comprennent plus rien. Et par ailleurs, l'espace de la contestation, puisque aujourd'hui c'est quand même ça qui permet à des partis de gauche radicale d'émerger dans certains pays, il est saturé par le mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, vous êtes italien, vous êtes en colère contre le système politique, vous êtes en colère contre les politiques d'austérité, vous êtes en colère contre les institutions, etc. Vous votez le mouvement 5 étoiles. Vous n'allez pas vous emmerder à regarder ce que présente le parti de la refondation communiste, qui fait une énième coalition, qui a changé de nom pour la 6e ou la 7e fois en 5 ans. Enfin, voilà, quoi. Donc le jour où ils arriveront à dépasser ces querelles intestines incessantes et à vraiment créer quelque chose qui fait envie, peut-être qu'ils arriveront à émerger. L'envie d'avoir. Ils n'en prennent pas le chemin. Bon, voilà. Ok.